Les chapeaux de paille, une exploration d'un world building de dingue, des combats épiques. Non, je vous arrête tout de suite. On n'est pas en train de parler de One Piece. Hasard du calendrier, notre podcast sort en même temps que l'adaptation du... Ouais, bah ça va, tu vas te calmer avec tes analogies. Excusez-moi, mais vous êtes qui en fait? Tu me reconnais pas? Je suis le Chris du futur, mon gars. Attends, tu veux dire que tu es dessiné par Rayad Satouf? Non, juste que je suis coincé à La Réunion pour les 10 prochains mois, alors j'ai 2 heures d'avance sur tout le monde. Et ça explique cette voix nasillarde sans doute? Tout à fait. Tu peux me dire pourquoi tu viens pourrir mon intro? Parce que c'est de la merde, voilà pourquoi. Je te demande pardon, mais faire un parallèle entre One Piece et Dunkelhoff, ben c'est vachement pertinent, je te ferais dire. Ouais, sans doute, mais c'est chiant, tu vois, les gens, ils ont pas encore zappé sur le générique parce qu'ils sont gentils, mais ce qu'ils veulent, c'est du sulfureux, du Trent, de la benchmark en barre emballée dans une croûte de vulgarité. Tu te rends compte que ça veut absolument rien dire cette phrase. Ah, essaie pas de détourner l'attention, je suis venu avec un concept qui va te sauver. Regarde, les chevaliers dans le trône de fer, c'est un peu comme des catcheurs. Ils ont leur petit drama, ils ont des cheveux qui sont pas tout à fait de la bonne couleur. Bref, il leur faut des musiques d'entrée à ces catcheurs. Tu vois, un peu comme dans Chevalier. Par exemple, si je te dis Tintin, Baekar rentre sur la liste, qu'est-ce que tu mettrais comme musique? Ben... Tiens, voilà du boudin, j'imagine. Ah, pas mal. Moi, j'avais prévu de faire rentrer Lynn Corbray sur Kids United, tu vois. Mais pourquoi tu m'as baffé? Parce que c'est de très mauvais goût. Ah bah celle-là, je l'avais pas vu venir. C'est le principe du paradoxe temporel en même temps. Le quoi? Qu'est-ce que c'est que ce concept? Laisse tomber, l'épisode sur Bran, on l'a déjà fait. Et aujourd'hui, c'est Dunkelhoff. Ah bah j'ai une bonne chanson pour Dunk si tu veux. Je pense que ça fera une très bonne intro pour le jugement des 7 dans la première nouvelle. Et c'est Miley Cyrus, Wrecking Ball. Never meant to start a war. I just wanted you to let me in. And instead of using force, I guess I should have let you in. I never meant to start a war. I just wanted you to let me in. I guess I should have let you in. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never let you fall in love. All I wanted was to pick you up. All you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball. Yeah, I just closed my eyes and swore. Let me crushing in the blazing fall. All you ever did was wreck me. You wreck me. bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le mur. Et si vous vous demandez ce que Wrecking Ball veut dire pour les membres de la garde de nuit, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre lors des IRL, peut-être que vous aurez cette réponse. On va laisser ça un petit peu de côté et on espère que vous avez passé un bon été avec nous et que vous avez rattrapé, que vous avez écouté en temps réel les Martines à la plage. Sachez d'ailleurs qu'au moment où cet épisode sort, il y a encore une chance de participer aux 2 derniers concours qui sont ceux, avec, Jérôme Vincent et avec, William Blanc. Donc un petit mot, d'ailleurs, pour, dire tout notre soutien à Jérôme Vincent et à toute, l'équipe des éditions Actu SF puisque vous en avez peut-être entendu parler, mais cet éditeur historique des littératures de l'imaginaire qui était là depuis près de 20 ans, est contraint de mettre la clé sous la porte. On va passer à des choses un petit peu plus, réjouissantes. Pour recommencer cette nouvelle saison des émissions de la garde de nuit, nous allons nous pencher sur un sujet bien connu des fans et que l'on nous a réclamé moult fois. Il est en partie corollaire de la série sur les feux noirs de l'an dernier. On vous invite donc à retourner les écouter si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y jeter une oreille. Pour causer basket et œufs brouillés, vous aurez compris donc Dunk et Egg. J'ai à mes côtés la référence historique et mec toxique de la garde de nuit, Maïkar Desbois. Bonjour. Et pour l'accompagner, le spécialiste du meilleur film de tournoi de la Terre, qui est sans aucun doute Chevalier avec Heath Ledger, et aussi un petit spécialiste des secondes baguettes dans Harry Potter, Eusor. Bonjour. Première question, du coup, pour ce podcast, comment avez-vous découvert Tunkelhoff? Est-ce que vous l'avez découvert en parallèle de la saga principale? Est-ce que c'est un truc que vous avez lu plutôt après? Est-ce que voilà, comment avez-vous découvert cette série de nouvelles finalement? Alors moi, je l'ai découvert, sur, La Garde de nuit. Très original.
Original. Parce parce que je pense qu'au moment où le dernier est sorti, je commençais à peine à lire, la saga principale et donc une fois que j'avais fini la saga, j'ai lu les nouvelles qui étaient déjà toutes sorties. J'ai tout enchaîné, j'avais plus le temps à ce moment-là, je voulais la suite et comme la suite arrivait pas pardon, Tu t'es dit: «Je vais combler avec ces petites je nouvelles finalement». voilà, d'ici 1 an ou 2 ça sera là. Et toi, papa? Un petit peu pareil. Alors, je les ai découvertes, moi, au moment où la troisième nouvelle sortait en France, c'est-à-dire en 2014, pile au moment où George Martin venait en France à Dijon et où j'ai, rencontré pour la première fois la garde de nuit d'ailleurs. Et donc j'ai acheté, Non, tu t'es la tapé la première fois troisième. l'incruste à la garde de nuit. Maintenant, on le sait, ça a été immortalisé dans un podcast. Non, mais c'est ça et puis maintenant ils arrivent plus à se débarrasser de moi donc c'est terrible, voilà, je reste. Et du coup, j'ai acheté la troisième nouvelle, donc l'œuf de dragon, puis j'ai acheté les 2 autres et après avoir fini le tome 5, Dance with Dragon, j'ai enchaîné directement sur les 3 nouvelles. Et toi, Chris? J'ai dû lire, je crois que j'ai lu la troisième nouvelle juste après, Fist for Crows, pas Fist for Crows, après, Dance with Dragons. J'avais dû aller chez Evrak à une époque, si jamais un jour il écoute ce podcast, il le saura. Il m'avait prêté le bouquin, l'anthologie dans lequel c'était, je sais plus ce que c'était, c'était un truc avec, de Martin avec, plein de gens dedans. Il y avait une nouvelle de Rothfuss, Mmh. de Lynch, enfin il y avait, des tas de gens. Donc je l'ai lu en anglais, contrairement aux 2 premières que je l'ai découvert, en fait, c'est un peu bizarre dans l'histoire de l'édition du tome 4 en France, je crois que ça c'est sorti en j'avais l'impression que c'était sorti entre 2 parties. Il y a eu, Le Chaos, Les Sables de Dorne, il y a eu, le 3e volet de Fist for Crows et au milieu, ils ont sorti les nouvelles de Dunkelhoff ou un truc comme ça. Ou enfin, en tout cas, c'était dans cette période-là et du coup, j'ai acheté le bouquin, en me disant: «Ah cool, il y en a un peu plus». Puis en fait, ce un peu plus était un peu différent du reste. Enfin voilà, je pense que je les ai découvertes, à l'époque Mmh. où, en tout cas l'éditeur français souhaitait les sortir quoi, pour les 2 Donc premières. avant ta lecture de Avant ma Dance, en lecture fait? de Dance, ouais. Ouais. Mais cela dit, je pense que j'avais pas pris la mesure. Tu sais, je les ai vraiment lus comme un à côté un peu divertissant et j'ai vraiment pas pris la mesure vraiment de notamment pour la deuxième des enjeux que ça pouvait poser, on va avoir l'occasion d'en reparler. La 1re nouvelle m'avait beaucoup hypé en mode, «Eh, c'est trop cool, on dirait du jeu de rôle. Remettons ça dans du jeu de rôle du coup derrière quoi», mais pour le reste, c'était, on va revenir du coup sur un peu l'historique de publication, de fait, puisque je commence à en parler un peu. Eusor? Donc les 3 nouvelles, sont sorties entre 98 et 2010 en anglais et traduits entre 99 et 2014 en français, avec, une reparution, 3 ans plus tard dans une anthologie d'anthologies qui regroupait les 3 textes de Martine. C'est des petites nouvelles qui font, je sais pas, une centaine de pages chacune. Donc là, je les ai C'est des relues grosses sous nouvelles quand même, moi je trouve, hein. On est grosses vraiment nouvelles. dans un format, tu vois, on en parlait Je les pendant ai relues de Martine à façon la page numérique, en chaque fait. été. Moi je trouve on est quand même un peu dans ce genre de truc qui est pas très loin de la novella, quoi. Mmh. Ouais, c'est plus après c'est un genre qui a pas de traduction vraiment bien en français pour, faire un petit pitch avant la partie spoiler où on balancera tout. Ça raconte donc les aventures de Dunk, un chevalier, errant qui était écuyer jusqu'alors, avec, un jeune garçon qui se trouve être un fils de prince déguisé en écuyer, qui se balade aux 4 coins des 7 couronnes et qui croise d'autres chevaliers, d'autres complots, tournois, et guerres, latentes. Il rencontre des gens à qui il arrive des aventures, si on peut résumer ça. Et ce qui permet aussi de croiser différents types de personnages et d'histoires qu'on n'a pas vraiment l'occasion de voir dans la saga principale. Ouais et puis de se balader dans un Westeros, «apaisé» entre guillemets. Bon alors avec des un faux apaisement, mais pour le coup, on n'est pas dans le cadre d'une guerre ouverte comme c'est le cas dans la saga principale, quoi. Il y a combien de textes envisagés en tout? Est-ce qu'on a la liste finalement des nouvelles? Parce qu'on Ou sait qu'il veut en écrire d'autres, ça c'est pas un ouais. problème, mais combien est-ce Il y en qu'il en a Alors, de sous le coude? en 2019, quand il était à Londres, il a dit qu'il avait encore en tête 9 histoires pour De Dunkelhoff. plus? Enfin, en tout cas, il avait dit 9. Après, bon, je pense que le chiffre a eu le temps de changer depuis. Et on connaît 6 pistes un peu plus détaillées. En tout cas, il y a 6 titres de travail qui sont connus,
dont les 2 premiers qui s'appellent The She-Wolves of Winterfell, donc les loups de Winterfell qui se passeraient dans le nord, voilà. Et The Village Hero, donc le héros du village qui pour le coup se passerait dans le Conflans, et ça fera bien plaisir à Chris. Et On en a. oui, on n'y passe Voilà. pas assez souvent dans le Conflans. Non, pas du tout, surtout le Conflans en situation de paix, comme tu disais, puisqu'on le connaît un petit peu quand c'est l'anarchie. Et il y a 4 autres titres, bon, on vous laissera découvrir sur la page wiki des aventures de Dunkelhoff, sachant que ce sont des titres de travail, que c'est pas fixe encore et que de toute façon les plans ont largement le temps de changer. Par contre, on peut, sans spoiler, dire que ça correspond quand même à l'axe de voyage qui est annoncé dès la première nouvelle, un peu quand même. Il y a souvent des dialogues en tout cas dans les 2 premières nouvelles, genre, «Hey, Egg, où est-ce qu'on irait? Oh, on y pourrait aller sur le mur. Oui, OK, partons dans le nord. Hey, Egg, où est-ce qu'on va? Oh, on irait à Dorne. D'accord, partons dans le sud». Donc, c'est pas spoilant de dire qu'il y a une nouvelle qui se passe à Winterfell, c'est attendu du fait Mmh. des annonces et des intentions des personnages, quoi, pour le coup. Comme une à Dorne, parce qu'on sait qu'ils sont passés à Dorne. On l'apprend dans la deuxième nouvelle. Peut-être qu'on l'aura jamais, mais elle serait envisageable en tout cas. Tout est en place pour qu'ils y aillent. Babar? Pour finir sur la publication, donc en France, on a aujourd'hui une traduction harmonisée par Patrick Marcel parce qu'en fait, chaque nouvelle a été traduite Alléluia. par un traducteur différent. Donc Patrick Marcel est repassé derrière en 2015. Et pour ceux qui lisent en VO, il y a une édition illustrée en noir et blanc par Gary Gianni qui est assez chouette. Et toujours dans la même thématique illustration, les 3 nouvelles ont été adaptées en format comics avec certains changements, certaines intrigues ont été raccourcies. Et je crois qu'en France, par contre, il y a une histoire assez anarchique de la publication de ces textes-là, enfin de ces BD-là. Parce que je crois que la Je crois que première j'ai est. la première, moi, à la Ouais, maison. la première Dit est comme ça. parue en 2004, je crois, en format BD, mais complètement épuisée. Et Dargo, les éditions Dargo ont sorti la 3e nouvelle, donc L'œuf de dragon, sous le titre de la première nouvelle, Les Chevaliers errants. Et en fait, il n'y a que la 3e, du coup, qui est aujourd'hui disponible en VF. Mais voilà, si vous touchez un petit peu à l'anglais, les nouvelles sont disponibles en format comics en anglais. Quel bazar. Après, je sais pas, je crois que j'avais trouvé ça sympa, le format comics, mais ça m'avait pas. Je m'étais dit: «Ah oui, c'est une illustration de ce que je m'étais imaginé», quoi. Du coup, ça m'avait pas transcendé non plus, de mémoire. Après, chacun ses goûts, hein, en matière de dessin et de représentation, mais ça m'avait pas. Je m'étais pas dit: «Ouah, ça rajoute quelque chose vraiment de ouf», quoi. Ça rajoute des blasons et ça fait bien plaisir à Eridan. Oui, mais il est pas là, pour une fois. Et on l'embrasse quand même, parce qu'on l'aime bien. Faisons ça. Et Babar, puisque tu as la parole, pourquoi est-ce que, Martin se met à écrire Dunkelhoff? Comme s'il avait pas assez de travail avec sa saga principale, hein. Il s'est dit: «Vas-y, viens, je vais rajouter des petits trucs. Les gens, ils sont déjà contents, ils sont invités au banquet, il y a plein de choses à manger. Posons des chips sur la table à côté, des fois qu'ils les mangent en plus, quoi». Vraiment, on est sur ce genre, pardon pour la métaphore culinaire, mais il est tard et j'ai faim. Mais, Exactement. Alors du coup, donc ça, il sur nous a un banquet où raconté. il a toujours pas servi le dessert, on est d'accord, hein, ni le fromage d'ailleurs. Ouais, Non, ni le On est fromage. alors vraiment, j'allais parler du fromage justement avant, parce que avant le dessert, il y a le fromage, hein. Voilà. ouais. Hem, Il est vraiment l'heure d'aller manger, ça commence à faire au bout de 10 minutes de podcast, tout le monde parle de bouffe. Les recettes de la garde de nuit. Alors, aujourd'hui, pour faire un œuf, bon allez, on arrête les jeux de mots, il y en aura suffisamment. On est voilà, d'accord, s'il te plaît. prochain format sur Twitch, faites attention. Donc cette première nouvelle, alors la première nouvelle qui a été publiée en 1998, qui est, c'est le 2e texte en fait que Martin écrit après Agot. Et ce qui s'est passé, c'est que, à l'époque, en fait, il est contacté par, Robert Silverberg, qui est un grand nom, de la fantasy science-fiction, en Amérique, pour, publier dans une anthologie. Alors l'anthologie s'appelle Legends. Et donc il a été contacté. À ce moment-là, il avait sorti que Agot, donc l'intégrale 1, et il n'avait pas la renommée qu'il a clairement aujourd'hui. Et donc il s'est dit que ce serait une bonne idée pour lui de figurer à côté de noms assez illustres comme Terry Pratchett, Stephen King, Tad Williams, et je crois qu'il y avait Ursula Le Guin aussi dedans. Donc, enfin, bref, des grands noms Du beau monde, quoi. voilà, de la fantasy. Et la thématique de cette anthologie, c'était de faire une nouvelle originale dans l'univers de chaque auteur. Donc il y a une nouvelle par exemple sur la Tour Sombre, une nouvelle sur les Disques Mondes pour Pratchett, etc. Et donc lui il s'est demandé qu'est-ce qu'il pouvait bien écrire. Il voulait pas parler d'un personnage
contemporain de sa saga principale, puisqu'il avait bien l'idée de raconter cette histoire dans sa saga principale. Et donc, il a opté pour une histoire qui se passait 90 ans avant le Trône de Fer. Et il a voulu écrire un tournoi parce qu'il adore les tournois. Ça, on pourra en On aura reparler. l'occasion d'en reparler. Exactement. Et donc, c'est comme ça que Dunkelhoff est né. Et pour l'anecdote, il était déjà en retard à cette époque-là sur Hakok, sur le Non, rendu de Hakok. possible. Voilà. Et du coup, Silverberg a un peu été un peu en mode bon, j'ai pas envie de mettre mon anthologie en retard pour toi, Georges. Donc, je vais chercher un 10e auteur en remplacement de Georges. Et en fait, il a failli être jarté. Martin de cette anthologie. Mais il réussit quand même à rendre son texte à temps, et ce qui fait que l'anthologie a 11 auteurs au lieu des 10 prévus à l'origine. Parce que l'autre, entre-temps, il a recontacté quelqu'un qui lui a dit: «Bah oui, bien sûr, Bah j'ai oui. un texte» et en fait et en Exactement. Je ne sais pas qui est la 10e personne du coup, enfin la 11e, mais voilà. Du coup, les problèmes de retard de Martin existaient déjà alors qu'il publiait un bouquin à cette époque tous les 2 ou 3 ans. Hein? Pire quand même, c'est que quand on lui met une date et qu'on lui met le couteau sous la gorge, il arrive à sortir des livres. Donc ce qui manque, c'est juste un éditeur avec un peu de courage. Ouais. Pardon. Je suis pas sûre que ça suffise maintenant, Maintenant, ça marchera plus, mais mais à l'époque, ça je marchait. pense pas. Non, mais c'est Voilà. Non, c'était surtout juste gratuit. moi je me dis, il y a un truc qui est un peu rigolo, c'est le mec qui dit: «Bon, je vais contacter un autre auteur, il va faire, une nouvelle». Allez, l'auteur, ça se trouve, il a fait une nouvelle de 20 pages, tu vois? Martin, il arrive, il fait: «Bonjour, j'en ai fait 120. Ah bah, je te réintègre, du coup, le bouquin va être plus gros». Ouais, ça peut-être. Parce qu'il y a un peu de ça quand même, la nouvelle, elle fait bien ses 100-120 pages, quoi. Donc Non, c'est pas mal. Enfin, Ouais, c'est une grosse nouvelle. et du coup, il se dit: «Je vais développer, cet univers de 90 ans avant». Alors il se base un peu sur, il se base sur Aegon, du coup, qu'on connaît avec le surnom de Aeg. Alors on vous le dévoile ici, hein, mais vous en faites pas, au bout de 3 paragraphes, c'est dévoilé un peu dans le bouquin. Comment est-ce qu'il choisit ce personnage? Pourquoi est-ce que peut-être pour je sais pas si on sait pourquoi, mais ce personnage, comment est-ce qu'il est représenté dans la saga déjà à cette époque-là? Zor? al ouais, alors le personnage de Aeg, donc qui deviendra plus tard Aegon V, il apparaît dans la saga principale, il est mentionné dans la saga principale, notamment par, Maestre Aemon sur le mur. Il est mentionné, on sait qu'il existe, on sait, quel est son lien, dans la famille, Targaryen. Je crois pas qu'on en sait beaucoup plus sur lui. Dunk, c'est pareil, son nom est mentionné, vaguement à travers les pages, Ouais, il est mentionné dans Assos en fait, et c'est assez tard. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Intégrale 3, hein, pour, resituer pour les gens qui ne connaissent pas les petits sigles. et ce qui est intéressant, c'est que pour ceux qui avaient écouté le podcast sur alors ça, c'est sur Bran ou Sansa, je sais plus. On avait parlé de cette liste que Bran avait faite sur ses chevaliers modèles sur lesquels il s'appuyait et où il citait pas mal de chevaliers, notamment de la Danse des Dragons. Eh bien, Duncan n'en fait pas partie. Donc, a priori, Martin n'avait pas forcément pensé déjà à ce moment-là au personnage de Duncan. Par contre, la Danse des Dragons, il y pensait déjà. Donc, voilà, l'histoire de Dunkelhoff, vraiment quelque chose qu'il développe plus tard. La deuxième nouvelle paraît, elle, de son côté, après A Storm of Swords, donc après l'intégrale 3. Donc on voit vraiment qu'on a le développement de l'écriture de Martin comme il le fait si souvent, ce côté un peu jardinier où il a sa petite graine et puis il la fait pousser. C'est quelque chose dont on a parlé parce que au final, les nouvelles de Dunkelhoff sont très liées à la question, de l'héritage de la rébellion Feu Noir. Donc on a pas mal traité cette question-là de comment ça a été en fait, comment Dunkelhoff ont été écrits, c'est comment est-ce que les Feux Noirs sont arrivés dans le cycle, c'est comment est-ce que Martin écrit de manière générale. C'est quelque chose qu'on a traité dans le tout premier podcast qui s'appelle Bâtard de Feu Noir. Donc vraiment, on vous renvoie, à cet épisode-là pour en savoir un peu plus. Aujourd'hui, on sait que HBO, on va évacuer un peu cet éléphant dans la pièce, qu'on sait que HBO veut, se lancer dans une adaptation de Dunkelhoff, ce qui est un peu rigolo parce que pendant très longtemps, si je me souviens bien, Martin, il voulait pas. il l'avait même dit très explicitement. Baba? Ouais, en fait, c'est très compliqué cette histoire d'adaptation, pas adaptation, etc. Parce que, on a eu des informations hyper contradictoires. Apparemment, Martin ça faisait partie des projets qu'il avait proposés en premier, mais peut-être pas forcément complètement sûr. HBO avait dit non. Ensuite, Martin avait, à ce moment-là, publié un billet de blog en disant non, mais de toute façon, j'ai que 3 nouvelles. Du coup, j'ai pas envie de me refaire piéger comme pour la saga principale et que l'adaptation dépasse les nouvelles publiées.
lol, vous la retenez celle-là, hein? Ouais. Et voilà, donc en fait, ça fait pas enfin, ce projet-là de série ne fait pas partie des 5 projets d'origine qui étaient dans les tuyaux en 2016 par HBO. Il est venu se rajouter après et c'est assez probable que ce soit aussi lié à un contrat qui a été passé entre HBO, entre la chaîne et George Martin, puisque les droits d'adaptation de ces histoires de Dunkelhoff, a priori, ne faisaient pas partie du Premier panel, package, ouais. voilà, du premier package. Ouais, c'est au moment de la renégociation des droits qui a eu lieu il y a 2-3 ans, non, c'est ça? Ouais, alors et à l'origine, c'était, Steve Conrad, qui menait le projet, qui je crois était sur Ro enfin a travaillé sur Rome, il me semble. Chris, Ouais. tu peux m voilà. Alors Steve c'est quelqu'un qui a d'autres projets parce que pour le coup Steve Conrad, c'est un scénariste de cinéma. C'est un peu étrange comme choix pour écrire, sur Dunkelhoff et à la fois c'est un peu logique, je trouve, ça va un peu dans le sens c'est le mec qui a fait, alors l'excellent film The Weatherman avec, Nicolas Cage qui est, que moi j'aime beaucoup, où Nicolas Cage est un présentateur météo blasé et des gens lui jettent des cafés dessus. Enfin voilà. C'est bien ça. C'est mais c'est un film un peu feel good pour le coup et un peu comme l'autre, il a fait, The Pursuit of Happiness avec Will Smith, donc vraiment À la recherche du bonheur, je crois que c'est traduit en français et le Walter Mitty de Ben Stiller, c'est lui qui l'a scénarisé aussi, donc on est vraiment sur quelqu'un qui a une petite ambiance quand même en termes de scénario d'Amérique, désabusée mais mignonne, qui fait que, pourquoi pas? Ça aurait été un regard original, mais bon, du coup, a priori, c'est plus lui. Non, du coup, c'est Fuir, mais effectivement, ça aurait été intéressant. Non, c'est quelqu'un qui s'appelle Ira Parker, qui est associé comme bah, c'est le nom principal qui est associé à ce projet-là, sachant que là encore, on n'a pas encore d'informations, mais George Martin est lui-même noté comme scénariste sur ce projet-là, ce qui n'est pas le cas par exemple pour House of the Dragon, où il est juste nommé comme producteur ou coproducteur exécutif ou quelque chose dans le genre. Là, il est vraiment noté comme scénariste, donc on ne sait pas ce que ça implique derrière. S'il va travailler par exemple sur l'adaptation ou s'il va sortir des nouvelles, on ne sait pas. Et sachant que derrière aussi, en fait, ce projet-là, il y a globalement l'équipe de House of the Dragon, puisque Ryan Condal, qui est le showrunner de House of the Dragon, est associé comme producteur exécutif sur ce projet-là. Voilà. Ouais, lui, il est en train de c'est vraiment en train de devenir le Kevin Feige de l'univers de Martin, quoi, vraiment. Ah. Et Ira Parker, on peut noter quand même que, c'est quelqu'un qui a bossé sur House of the Dragon, pour le coup. C'est Oui, le aussi. scénariste de l'épisode 4 de House of the Dragon, du coup. Mm, mm. Donc, ouais, donc c'est la même équipe. Et voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus sur cette série, à part que alors Martin évoquait 6 épisodes par saison qui adapteraient du coup une nouvelle. Mais ça reste encore du très spéculatif de ce que veut Martin. Et bon, il y a pas. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment encore un projet, alors officiellement validé, clairement. Mais ça reste à l'état de projet. Mais en même temps, il y a des intérêts à ce que ce soit validé puisque c'est le seul matériau publié sur lequel peut travailler HBO pour continuer à produire du contenu, Game of Thrones, donc c'est, somme toute assez logique. Après, 6 épisodes, ça me paraît beaucoup, hein, pour adapter une Oui, nouvelle de c'est ce que j'allais Dunkelhoff, dire. hein, je ça se lirait plus vite que ce que ça ne se regarde pour le coup, quoi, c'est, Ça me fait un peu peur, effet, Le Hobbit aussi. C'est-à-dire quand on Tu veut penses vraiment qu'il va y avoir à un moment un troll en image de synthèse qui va avaler des acteurs dans des trucs un peu gore? alors je ne pense pas, mais je demande à être surpris. Non, clairement, on dit que les nouvelles étaient longues, elles sont pas à ce point-là longues quand même. Non, pour moi, ça peut faire éventuellement un téléfilm Deux en 2 parties, tu vois? Vraiment, ouais, 2 épisodes, 2 fois 1 heure et demie, tu vois? Pour se laisser le temps de raconter les trucs correctement, mais pas plus, quoi. 6 épisodes de Après, 45 minutes. s'il repasse sur un Mmh. format qui est beaucoup plus court, c'est pas le style de HBO. Mais C'est pas le style de Mmh. HBO et j'ai envie de te dire, ce que je trouve un peu problématique pour une série en costume, c'est vraiment de faire quelque chose à partir du moment où tu fais des épisodes courts, ça veut dire que ton investissement, il est moins fort, ça veut dire que du coup, c'est moins tu mets un peu moins d'argent à l'écran. Je vois pas comment ça peut marcher en épisode court et puis même pour toi, en tant que spectateur, je trouve que c'est bien que tu aies 1 heure pour vraiment, rentrer dedans, apprécier et repartir. Quand c'est en 30 minutes, je pense que
Bon, j'aime bien les séries avec des épisodes de 30 minutes, hein, j'adore Ted Lasso, mais bon, du coup, Ted Lasso, c'est pas vraiment la même ambiance. Non, voilà, c'est ça. Si c'est une ambiance qui se veut bah, dans la lignée de ce qu'on a eu jusqu'à présent, effectivement, le temps de s'investir et de poser l'ambiance, 30 minutes, ça fait court. Après, on en a encore à l'idée de projets, ça a largement le temps de bouger, d'évoluer, d'être fait, refait, défait, Oui, et puis même d'être tué dans l'œuf. Non, mais dans l'ensemble, ça pourrait en tout cas peut-être ne jamais voir le jour. Ça va dépendre un peu aussi des suites de la grève des scénaristes à Hollywood qui a lieu au moment où on enregistre ce podcast. Babar? Ouais, donc effectivement, il y a une grève depuis avril, quelque chose dans le genre, avril Ouais, ou mai? depuis plus de 100 jours, hein, ça y est, on y est. On a dépassé la grève Voilà, de 2008. exactement. Donc grève du principal syndicat de scénaristes d'Hollywood, auquel se sont joints les acteurs, d'ailleurs. Qui fait que bah, toutes les writers' room, donc les Les salles pièces de scénaristes voilà, les pièces des à films. scénaristes en fait sont fermées. Pardon, je suis anglophone, je veux dire vraiment, Non, mais ce sera toujours mieux que mon accent, écoute, de toute façon, voilà. Et clairement, alors Martin qui est très investi dans cette grève, hein, il y a des photos de lui sur les piquets de grève à Santa Fe où il y a 3 personnes, ça a l'air un peu rigolo et triste en même temps, c'est mais des photos avec Neil Gaiman, non? Je crois, ouais, voilà, non, mais il y en a plein. Après, maintenant que les acteurs ont rejoint, voilà, il y a un peu plus de photos. Mais en tout cas, la room de Dunkelhoff est complètement fermée, donc pas d'avancée là-dessus. Et pour House of the Dragon, alors ils ont l'air de dire qu'il n'y aura pas d'impact parce que le scénario, enfin, ça a déjà été écrit et d'ailleurs ils sont en plein tournage. Mais si jamais il y a des reshoots, donc des réécritures et retournages partiels, là ça attendra la fin de la grève. Donc il y aura peut-être un impact, on verra. En tout cas, voilà, pour l'instant, Dunkelhoff. ouais, Alors, ne serait-ce que même s'il y a un moment, il y a un truc à changer qu'ils ont pas prévu ou il faut faire une nouvelle image de synthèse ou quoi que ce soit, il faudra le rescénariser, donc ça prendra du retard. mm, Sans compter que je pense que, le contenu va être largement délayé et que du coup, ils vont, en garder un peu sous le pied pour pas, passer des années complètement à poil, je pense, chez HBO Max, parce que bon, là, vu comment ça se profile, il va y avoir quand même une petite faut s'attendre à ce que 2024 ce soit un peu comme la pandémie, quoi. Je pense, il y a quelques trucs qui pop, mais dans l'ensemble, ça va être une année, assez pauvre pour les séries. ouais, En tout puis cas, même les pour les séries films, hein, il y a américaines. des Peut-être, du retards. coup, on va pouvoir regarder des tas de trucs israéliens et norvégiens qui seront géniaux, ça Et permettra de coréens. rattraper mais le retard. Et voilà, coréens. Voilà. et coréens, Plein de exactement. séries coréennes sur Netflix. Avant la partie spoiler, peut-être juste sur l'enjeu de l'adaptation, est-ce que vous, c'est une adaptation que vous attendez ou pas du tout? Et qu'est-ce qui peut, vous rassurer et vous effrayer un peu dans, l'idée que Dunkelhoff arrive, sur grand écran, quoi? Enfin, sur petit écran, du coup. Moi, c'est pas quelque chose que j'attends particulièrement, surtout que je m'étais fait à l'idée qu'il y aurait pas d'adaptation quand Martin l'avait, enfoncé le coup à plusieurs reprises, sur le fait qu'il voulait pas d'adaptation de ces nouvelles-là. Et il y a encore House of the Dragons qui est en train de sortir, enfin qui commence juste à popper là, donc c'est pas vraiment quelque chose que j'attends et j'ai du mal à voir ce qui pourrait me surprendre, me donner envie de regarder, notamment si ça se traîne et c'est étalé sur, comment on étale trop de beurre sur la confiture? Pas assez de beurre sur la confiture, c'est quoi l'expression de Bilbo? Un peu comme du beurre sur une tartine trop longue, mais ça, je crois que c'est Ouais, dans Le Seigneur des Anneaux, du c'est coup. ça, oui, c'est Bilbo, ouais. On fait les références qu'on peut. Non, ouais, donc c'est vraiment pas quelque chose que j'attends. Après, si ça fait un bon film de chevalier, avec des références à chevalier, j'achète, hein, je regarderai, je jetterai un œil. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les nouvelles, mais qui seraient assez curieux, et qui connaissent le film Chevalier avec Heath Ledger, c'est assez bluffant à quel point la première scène de Chevalier, ressemble à la première scène de la première nouvelle de Dunkelhoff. Alors que ce sont 2 œuvres qui sont parues à 3 ans d'écart, je pense. Oui, c'est ça, c'est 2001, je Ouais, crois, c'est 3 ans, ouais. c'est 2001 pour 98-2001. Chevalier et 98 pour la nouvelle, donc on est sur une période courte, mais c'est rigolo que l'idée soit la même, en tout cas. Et toi, Babar, du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu attends ou pas du tout? Ou Alors moi, plutôt, oui. ah oui, mais toi, tu attends, mais pardon, on parle de Maïkar quand même, même C'est si ça. vous, à l'estival, tu es contente. Mais On est à combien de temps? On a une demi-heure du podcast déjà. J'ai pas encore parlé de Maïka. Et voilà. En même temps, Euron, bon, voilà. Mais on va dire que je fais confiance à Ryan Condal. Enfin, j'ai vraiment bien aimé tout le travail d'adaptation qui a été fait sur House of the Dragon, même si la série, je la trouve pas parfaite et que j'aurais des trucs à redire. Globalement, je trouve que c'est en termes de qualité de travail, il y a vraiment, enfin, on sent vraiment qu'ils se sont investis dans les choix d'adaptation.
qu'ils ont fait par rapport au livre. Donc, je leur fais plutôt confiance sur les choix d'adaptation. Je suis globalement assez bon public, donc ce sera cool. Il y aura de toute façon toujours des choses à dire sur les choix d'adaptation, sur qu'est-ce qu'ils feront. Surtout que, par exemple, il y a la série The Mandalorian qui est un petit peu aussi une sorte de road movie avec une paire de deux, bon, qui sera dans un style assez différent, mais enfin, voilà, il y aura de quoi comparer avec les productions, enfin avec le bouquin et avec les productions contemporaines. Ce qui me fait un peu plus peur, c'est le fait que, à mon avis, on n'aura jamais la suite des nouvelles sur papier. Que quelque part, alors Martin, qu'il le fasse consciemment ou pas, il refile le bébé à une adaptation série. Alors il y a beaucoup moins d'enjeux pour cette série-là que pour sa saga principale. Mais je pense que du coup, on aura la suite de ses aventures à lui sur petit écran et pas sur format papier. Donc j'aurais préféré le format papier. Voilà. Après les séries peuvent se faire des saisons, indépendantes les unes des autres, truc qui implique pas forcément une suite. Alors ça sera très tentant, je pense, pour HBO de rajouter des séries et des saisons en prenant les bouts de papier qui doivent traîner chez Martin, pour faire ça. Mais ça peut aussi ne s'arrêter au bout de 3 saisons comme, je sais pas, je pense à l'univers Star Wars ou aux autres univers qui font des petits trucs à côté sans forcément le lien direct avec la série principale et si ça s'arrête et bah, ça s'arrête, c'est pas grave. Il y a pas de gros cliffhanger à la Ouais, fin d'une saison qui appelle absolument à faire une suite et une suite et une suite. alors après du coup, il y a un enjeu quand même principal et on en a déjà causé donc je vais pas trop m'arrêter dessus, mais il y a l'enjeu Feu Noir quand même qui existe au sein des nouvelles de Dunkelhoff, que la Ah, série principale a totalement occulté, puisque Mm. les rébellions Feu Noir sont mentionnées une fois vite fait, par-dessus la jambe. Et c'est je crois même dans un bonus si je dis pas de bêtises. Donc traiter les conséquences alors autant sur la première nouvelle, je pense que ça pose pas trop de soucis parce que c'est même pas mentionné dedans et on est dans un autre cadre. Mais dans les 2 suivantes, c'est quand même très, très important et il y a notamment le lien affreux sanglant qui va être très important. Vont-ils ramener une image de synthèse de Max von Sydow? Vous le saurez au prochain épisode. ça, c'est un vrai C'est cliffhanger. bon, bah, on vous a dit un petit peu tout ce qu'on pouvait penser, hein, en tout cas les informations qu'on avait et ce qu'on pouvait essayer d'en extraire de l'adaptation de Dunkelhoff. On va se pencher un petit peu plus maintenant sur la partie, analyse un peu du texte et comment est-ce que ça ressemble à du Martin, qu'est-ce qui l'intéresse, que qui sont ses personnages un petit peu. Il va y avoir des spoilers, donc si vous n'avez pas lu les nouvelles, moi je vous inviterais à arrêter ce podcast ici. Allez vous taper les nouvelles en une petite semaine, parce que ça prend, ouais, allez, une semaine en étalant un peu la lecture et puis, vous écoutez la suite après. De toute façon, le son du mur, c'est une fois par mois. Dunk, du coup, est-ce que Dunk est chevalier? Commençons par là. Attention, faites vos paris. Voilà. Non, alors ouais, effectivement, ce qui est intéressant avec cette nouvelle, et alors ça c'est dès la première nouvelle, c'est que Martin va pouvoir développer une thématique qu'on a dans la saga principale, mais qu'il a, voilà, il va pouvoir la traiter d'une autre façon. C'est la question des faux chevaliers, des chevaliers adoubés, mais qui n'ont pas un bon comportement de chevalier, alors que ceux qui ont les vrais idéaux chevaleresques, en fait, ne sont pas chevaliers. On a un petit peu ce motif, par exemple, avec les frères Clegane dans la saga principale, où celui qui est vraiment chevalier, Grégor, hein, qui a été adoubé, c'est un affreux connard qui est immonde. Et le vrai chevalier, alors avec des guillemets quand même, parce que il tue un Aussi petit un affreux enfant. connard immonde, hein, c'est Ouais. Oui, mais qui a, on va dire, auquel tu peux avoir un oui, oui, attachement et oui, qui peut éventuellement avoir certains idéaux chevaleresques, etc. Enfin, voilà, qui a un discours sur la chevalerie qui est très désabusé, n'est pas chevalier. C'est un petit peu la même chose avec Brienne qui n'est pas chevalière, mais qui pourtant va apporter beaucoup plus les idéaux chevaleresques que bien d'autres. Et donc, il y a toute cette thématique autour de Dunk avec la question centrale. Dunk, quand la nouvelle s'ouvre, il enterre Il veut devenir, son chevalier en gros, voilà, hein, il veut devenir chevalier. ah, il est écuyer. Il se présente comme chevalier donc au tournoi de Sandreguet. A-t-il vraiment été adoubé ou est-ce qu'il ment là-dessus? Et donc là, pour le coup, je vous renvoie alors à la fois à un article de blog de la Garde de Nuit et à un format vidéo qui a été fait par Werther de la Garde, qui justement revient sur les différents éléments, les différents petits indices que Martin
disséminé et qui fait déjà, donc dès c'est 98, hein, la première nouvelle, dès ce moment-là pour un petit peu brouiller les pistes, mais en même temps donner quelques éléments sur lesquels réfléchir, les éléments qu'il faut rassembler. Il faut rassembler les différentes réactions des personnages, euh, qui donne certains indices pour savoir si Dunk a véritablement été adoubé, oui ou non. Et je ne sais pas si on donne la réponse ici. Non, moi je pense qu'on va inviter les gens parce que normalement Werther est censé me fournir la version audio de la théorie, donc vous devrez pouvoir Parfait. l'entendre d'ici peu et vous aurez la réponse à ce moment-là. Mais voilà, comme le Suspense. disait, Babar, il y a tout l'enjeu autour de ce personnage-là, qui est plutôt attachant, un peu bébête, hein, quand même, un peu rigolo, avec ses grands idéaux. Je trouve qu'il y a quelque chose, alors moi ça m'avait un peu rappelé ça aussi, je trouve que ce côté un peu naïf quant à la fonction des chevaliers et tout ça, il y avait un peu de Cantine Martel aussi, je trouve, dedans. Le côté bon, Oui, alors lui, il est c'est pas vrai. brisé au niveau de ses idéaux, pour avoir volé un peu trop près du dragon, mais en tout cas, il a un petit peu, ça fait partie de ces personnages un peu naïfs qui se voilent un peu la face sur l'univers dans lequel ils vivent et ça les rend tout de suite, je trouve, assez attachants. On peut les détester aussi en les trouvant très cons, hein, Je crois que mais c'est parce qu'il est naïf qu'il est chevalier, c'est-à-dire qu'il suit les codes d'honneur des chevaliers parce que pour lui, c'est comme ça qu'il faut faire, sans se rendre compte que le politiquement correct, parfois, c'est peut sauver la vie, sans se rendre compte que faire, exactement ce qu'on pense, c'est pas toujours une bonne idée, surtout dans le monde de Martine et c'est assez marrant de voir, ce chevalier, enfin, se comporter comme un chevalier parce qu'il est naïf et juste, du coup, sympathique par rapport aux autres. Et c'est un peu rigolo et parce qu'on a avec Dunkelhoff du coup un petit peu le même motif qu'avec Sansa qui elle rêve de ses chevaliers, etc. et qui est confrontée direct au fait que en fait c'est des gens avec une épée Pas et des gens qu'une bien. épée ça peut tuer. Mais on l'a de façon différente. Sansa elle est extérieure à la chevalerie alors que Dunk lui est chevalier, enfin se présente comme chevalier en tout cas. Et donc c'est le même motif mais vraiment vu d'un point de vue différent. Et, bon, c'est très Martignac, ça, de prendre une thématique qui va explorer par différents bouts de la lorgnette. ne serait-ce que dans la saga principale. Alors, vu que la première nouvelle est parue en 98 et donc après le premier tome, donc après l'intégrale 1, après Agot, on a quand même l'effet de qui de l'œuf ou de la poule parce que, on a le road trip de Sandor avec, Arya qui ressemble quand même beaucoup, à celui de de Dunk, avec Egg. Donc avec cette idée que le gamin avec qui se balade a une identité cachée en tout cas. Et plus tard avec, Brienne que tu as déjà mentionné aussi, on a, ce truc avec, Pod, pour le coup et avec Podrick Payne et on a, finalement cette espèce de triptyque de figures, de chevaliers errants et de faux chevaliers avec leurs écuyers, comme si, un chevalier errant sans écuyer n'était pas un vrai chevalier errant quelque part, tu vois? Ça c'est presque ça qui lui donne sa fonction et bon, moi je sais pas, on peut se poser la question aussi de qui est vraiment l'héritier finalement de Duncan dans, la saga principale? On a la réponse parce que Martine l'a donnée en 2016. Alors sans le dire forcément, enfin c'est facile à trouver, hein, vous On est dans la trouverez partie spoiler, facilement. je pense que Je pense Euh, que je pense que tu peux y aller, on le dit, on hein, peut y aller et vraiment, ok, c'est Brienne. voilà. il fallait Alors pas la pousser Voilà, beaucoup. pourquoi? exactement. Non, mais en Ouais, fait, Brienne, il avait dit qu'il donnerait un indice dans Fist for Crows sur qui, entre eux, parce qu'il y avait aussi par rapport au Clegane, parce que la montagne est hyper grand et Dunk est hyper grand. Il y avait aussi Odor, étant donné qu'on sait que Duncan va à Winterfell à un moment donné. Enfin, bref, il y avait plusieurs hypothèses. Et mais il y avait dans l'idée, il y Fist avait for... quand même il y avait quand même l'idée que peut-être vieille Nan, Oui, voilà. Avec elle avait Dunstan, elle Peut taper avait Dunk. voilà. elle avait Hein. elle avait eu une petite histoire avec Duncan, quoi. Attention, on est en train de briser vos rêves, hein, mais Grave. À l'époque, elle était jeune, hein, c'est Et en fait, du coup, dans Fist for Crows, à un moment donné, au cours de son périple, Brienne tombe sur un bouclier qui porte les armoiries de Ser Duncan le Grand, hein, dont on a l'origin story dans la première nouvelle de Dunkelhoff. donc cet arbre Donc avec cette étoile, du coup, entre voilà, autres. toile filante. Et donc voilà, donc clairement, Martine a... Enfin, pendant longtemps, jusqu'à 2016, on était en mode, ok, qui sait, il y a quand même de sacrés Est-ce que c'est indices juste un pour clin 1, 2, d'œil? 3. Est-ce que c'est vraiment ça? Voilà, et en fait, clairement, il l'a confirmé, hein, que c'était Donc c'est Brienne. son Et héri que... c'est son Mm, héritière de sang, du coup? oui, a priori. Donc ça veut Comment, dire après, on ne sait que, pas. voilà, Mais oui, on aura la nouvelle voilà. qui sortira sur, sur HBO. HBO. Non, je voulais pas le dire.
Avec un bébé qui aura la tête à Gwendoline Christie, du coup. Ils mettront Gwendoline Christie. Rajeuni par TGI, on verra bien. Bah, c'est toujours intéressant avec Martin, parce que quand il donne un truc, généralement, il donne des pistes de réflexion, mais il donne jamais la réponse. Là, en l'occurrence, il l'a donné. Mais la version, Sandor avec Araya marchait aussi. Odor, c'était Mmh. une très bonne supposition aussi, hein, ça pouvait surtout que, à un moment, en relisant les textes, c'est quand même quelqu'un qui demande à Duncan de tenir la porte, hein. Donc Odor, Effectivement, C'est évident, oui, c'est quand même forcément. effectivement. c'est quand même une supposition a posteriori après la série qui est quand même plutôt rigolote. Donc voilà, bon, bah, on a ce motif-là. Donc ça, c'est la première partie de notre, duo de protagonistes et la deuxième, bah, du coup, c'est Aegon, le prince caché qui, pour le coup, est aussi un motif très martinien. Quelqu'un veut partir là-dessus? Il y a souvent ce motif, dans la littérature du fait que celui qui est un bon roi est, quelqu'un qui n'est pas destiné à la royauté à l'origine. Et ce qui est le cas d'Aegon. Heu, donc voilà, c'est couplé aussi avec d'autres motifs littéraires, médiévaux comme le motif du chevalier errant qui est, un motif littéraire qu'on a, heu, 2 moitié du Moyen Âge, donc 12e, 14e siècle, qui justement est là pour incarner les idéaux, chevaleresques et qu'on retrouve pas mal dans les récits arthuriens. Et donc Martin, il a lu, hein, les récits arthuriens, s'empare pas mal de ce motif-là pour le réinvestir. Heu, Oui, puis moi, il y avait un truc qui m'avait frappé aussi sur Aegon, c'est le côté, le prince et le pauvre, pour le coup, où, vraiment on a ce noble qui ne veut pas régner, enfin, pour le coup, qui n'est pas encore appelé à régner à ce moment-là, parce que c'est par des histoires d'héritage. Qui va avoir la fonction, mais qui en gros, considère que sans être passé du côté du peuple à un moment, ne peut pas être, quelqu'un qui prendra les bonnes décisions en tout cas. Et du coup, il a ce ouais, il se met en condition finalement pour et au final ça paye puisque Aegon, il est quand même reconnu, a posteriori comme un roi plutôt bon et plutôt juste. Bon, oui, il a une petite, il y a un petit final un peu flamboyant, on peut dire, un peu comme un peu Aegon. comme sa fratrie. Et quoi, l'autre Aegon, qui se balade, sur un bateau dans les enfin, ou Oui. Phaégon, qui se balade sur Mmh. un bateau pareil, qui doit être, pour faire un bon roi, il faut qu'il ait eu faim, faut qu'il ait eu froid, faut qu'il se soit baladé auprès du peuple, Là, c'est de la formation qu'on va essayer de lui donner avec le nom qui va avec, quoi. Et c'est là que tu vois une fois de plus que Martin, il construit ses trucs en cours de en route, quoi. Parce miroir, que ouais, au c'est cours de vrai, route. en jouant sur les motifs qui travaillent différemment, quoi. Alors du coup, les personnages-là vont évoluer dans Westeros en travaillant les motifs que Papy Georges aime bien, mais ça va aussi être l'occasion de croiser toute une galerie de personnages, qui sont des gens, très abîmés par la vie quand même dans l'ensemble, je trouve. On a quand même un truc un peu pour le coup, alors pas trop sur la première, mais sur les 2 autres, on est vraiment sur les conséquences de la rébellion Feu Noir et tu sens que c'est alors pour le coup, on va reprendre un truc qu'on dit souvent, mais on est en post-Vietnam, quoi, vraiment. Ils ont tous des shell shock et des trucs comme ça, ils ont des PTSD de partout, mmh. c'est assez intéressant, je trouve, comme cadre, en tout cas pour faire évoluer parce que on sent bien que la saga principale, ça va être, l'histoire de cette grande fresque, guerrière finalement, quelque part et que ça va s'arrêter à la fin et qu'on traitera pas trop les conséquences et c'est peut-être l'occasion pour lui aussi de traiter les conséquences d'une guerre, quoi. Est-ce que vous avez des personnages que vous aimez bien dans cette galerie? La première nouvelle, je trouve, offre moins de ce genre de personnages, on en voit beaucoup, mais surtout dans la deuxième, on voit les conséquences, de la guerre. Les terres un peu ravagées, les conflits qui sont toujours un peu là, même si la guerre est censée être finie, mais il y a les vieux démons qui traînent encore. Moi, si je devais choisir un personnage, c'est dur, en fait, c'est dur comme question, un personnage, plus je réfléchis, plus je Qui ne trouve soit pas un des 2 personnages principaux, quoi. oui, 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 et puis, qu'il soit pas, je choisis Boule en feu parce qu'au moins il a un peu de panache. Voilà. Le fils, le Oui, le fils bâtard. Ouais. qu'on voit oui, parce que enfin son Oh, le père, on le voit supposé pas père, on trop, le hein, voit mais pas Voilà. dans la nouvelle, oui, le bâtard, ou supposé bâtard Boule en feu parce qu'il a un petit c'est style, un pareil, peu lui, comme, Duncan en fait, il a un que truc le un peu à la cantine aussi, hein, je trouve, ce boule en oui, c'est feu. ça. Finalement, il connaît le même destin que Cantine Martel, quoi. Oui, Oh, ça non, finit mieux lui enfin, quand même. meilleur, il a l'air plus doué quoi lui parce que Oui. les actions qu'il fait au moins il les Oui, mais réussit. oui, mais on s'est pas retrouvé dans sa tête, ça se trouve, il est pareil, hein. Ah mais en fait, c'est les mêmes, s'il y en a un qui fait un jet de dés, il y en a un qui fait 20 et l'autre qui fait 1, hein, Ah, c'est C'est un ça. peu ça. c'est pareil, hein. J'avais trouvé le vieil Osgris, donc celui de la deuxième nouvelle, assez attachant.
dans son côté très désabusé. Enfin, il avait des idéaux, il y a tout perdu. En plus des idéaux, bah, pourris en fait, mais il avait quand même ces idéaux-là et il a tout perdu pour et j'avais trouvé ce personnage, assez attachant, dans la catégorie, des losers, désespérés, prêts à tout sacrifier pour, heu, pour Oui, retrouver puis son honneur, quoi. Et il permet aussi qui vit d'aborder dans le une pa enfin, il vit un peu dans le passé et cetera. Voilà. Il y a aussi le côté, il nous raconte une histoire et j'aime bien quand on nous raconte le passé et l'histoire du monde. Donc le moment où il raconte le voilà. La deuxième nouvelle, c'est quand même un petit monde où, Duncan, il a le choix entre aller tout droit à sa mission ou entamer une conversation avec du lore. Il prend toujours la deuxième option, hein, Il faut c'est bien quand tu joues à un raconter RPG, la quoi. bataille d'Herbe Rouge. Et sur la troisième nouvelle, j'avais bien aimé un des chevaliers orange, je crois que c'était Kyle le chat, Ah oui, ouais. heu, Ouais, son qui, pote un peu, le mec qui le protège un peu, quoi. ouais, vraiment un peu mignon, si on peut dire qu'un chevalier errant est mignon. Mais, alors déjà, il s'appelle Kyle le chat, donc il part gagnant et le côté de: «Je fais semblant de perdre pour me mettre au service d'un chevalier, mais en fait, c'est un gros Que ça marche connard, pas. qui me Mmh. rejette et tout». Tu tu fais: «Oh, pauvre choupi quand même». Donc voilà, je remplace Yoda, j'ai dit choupi. Ouais, je sais que la troisième nouvelle, moi, ce que j'avais bien aimé, c'est cette idée que, tu sais, on nous a présenté des chevaliers errants pendant la première, et en fait, il y a toute une micro-organisation de chevaliers errants qui, en fait, ont un peu le même mode de vie, et quand ils se croisent, ils s'aident un peu, mais en même temps, ils sont un peu en concurrence. Et finalement, c'était une nouvelle strate, je trouve, de la société, Westerosi qui était présentée Mmh. et qu'on ne pensait pas, connaître, en fait, avant, parce qu'on était toujours dans la saga principale sur le récit des puissants, finalement. Même s'il tombe en bas de l'échelle à un moment, c'est quand même le récit des puissants, et qu'on n'avait pas, ouais, qu'on a généralement moins dans Martine, même quand on c'était souvent ou les très nobles ou le très bas peuple, mais on n'avait pas cette middle class finalement, si on peut appeler ça comme ça, qui existe, que je trouve rigolote. Et puis Mais avec si je un devais choisir, côté un petit peu, chez Martine de comment dire? Ces personnages-là ont une réputation qui est souvent mauvaise, ouais. les chevaliers errants et en fait, quand on se rend compte, quand on est parmi eux, bah, en fait, bah, c'est juste des humains normaux, en fait. Donc à ce côté-là aussi qui est assez sympathique. Bah, c'est un peu des auto-entrepreneurs qui ont raté la Startup Nation quand même. C'est un peu c'est Ah, j'aime Deuxième métaphore. le Le point le Macron est le coché, vous pouvez noter. c'est ça. Le mood, je trouve que c'est un peu ça, quoi. Ils sont pas bons en com, quoi. C'est non, moi, j'avais bien aimé ça, et dans la deuxième nouvelle, j'aime bien Osgrim, mais j'aime beaucoup Rohan Tissier aussi, qui je trouve est Mmh, ouais. le seul personnage féminin des 3 nouvelles, quelque part. Parce Mmh. que Tanzelle, elle est vraiment, idéalisée Ouais, et puis plus anecdotique. que Oui, Ouais. puis et enfin, elle puis sert elle, juste de ouais. point de départ, après, Ouais, c'est ça, elle s'en c'est va. et du coup, je trouve que Rohan Tissier, c'est vraiment un personnage très, très intéressant qui arrive à, concentrer Arya et Sansa dans le même personnage. Je trouve, il y a les 2 en un, quoi, tu vois? C'est vraiment, elle n'est pas, enfant rebelle ou, dame, elle est les 2, quoi, tu vois? C'est on est vraiment sur ce type de personnage-là, et je trouve ça vraiment intéressant. En le relisant, j'aime vraiment beaucoup ce perso. Mais après, j'aime Et vraiment puis beaucoup la deuxième nouvelle aussi. femme de pouvoir aussi, qu'on a rarement vue et qui je trouve est assez intéressante. Alors, elle est plein de carcans, enfin, il y a plein de carcans, plein de choses qui l'empêchent d'agir vraiment comme elle veut, mais elle finit par trouver une voie. Mais ce qui est aussi intéressant parce qu'on a souvent une image du Moyen Âge comme quoi les femmes ont pas du tout de pouvoir, alors que, bah, l'histoire nous montre que les femmes peuvent avoir pas mal de pouvoir, tenir un château, tenir des terres, enfin voilà, tout un aspect gestionnaire qu'on voit pas toujours et bon, Dieu sait que les nouvelles enfin le monde de Martine est plein de clichés, sur le Moyen Âge, mais en tout cas, voilà, c'était aussi une façon de montrer, une femme de pouvoir, dans un univers médiévaliste, Heu, voilà, par petits coups. Oui, bah, pour revenir sur le vieil os gris, et puis on va commencer à attaquer du coup la troisième partie de cette analyse. Le vieil os gris, il a quand même tout, du cow-boy sudiste quand même, qui a perdu la guerre de Oui, oui, Sécession. oui. On Ouais, va je faire parlais de ce la guerre petit de point sécession western, tout à l'heure, ouais, ouais. Ouais, ouais, on clairement, va faire ce petit point western tout de suite pour faire plaisir à William Blanc. Mais, exactement. s'il y a bien une nouvelle dans laquelle on retrouve cette ambiance de western, c'est, la deuxième pour le coup, Avec la avec poussière et les son ballots de paille, qui passent au vent, devant les ouais, bah terres oui, des oui, la c'est la sécheresse, enfin, sécheresse,
Le Ouais, motif de la tour qu'il faut tenir, on est presque un peu moi je trouve qu'il y a vraiment des négociations, quand ils vont négocier la rivière, ça fait vraiment écho à plein de trucs que tu trouves dans les dans les dans forests. cet ouest Et le sauvage finalement où il y a plus de règles, tu vois? Quelque part. Et en fait si, il y en a, mais il y a plein de choses qui font écho à ça, je trouve, et notamment, ouais, le la figure d'Osgris, quoi. et tu as le duel aussi où ça fait vraiment, genre les 2 cow-boys qui sont prêts à dégainer, heu, Le 1er qui frappe, il a gagné, souvent on a ça, qui revient un peu. vraiment avec, Bénice aussi, Bénice au bouclier brun Mmh. qui est vraiment le cow-boy, Lui, c'est la immonde, peu brute. scrupuleux, ouais, On a voilà, le bon, la exactement, brute et le voilà. truand, lui, c'est la brute. Le bon, c'est Duncan et le truand, Enfin, Woody. le truand, c'est l'autre, c'est, C'est le celui qui mec veut piquer le ouais, qui est j'ai avec, plus son nom. Rohan Tissier. Ouais, ouais, Oui. c'est J'oublie son nom, le mais grand là qui veut tuer. donc si vous aimez le western, vous pouvez aussi aller lire, Dunkelhoff, ou en tout cas relire Dunkelhoff. Mais tout ça participe du coup, ouais, au fantasme de Papy Georges, à son univers médiévaliste à lui, avec, pour le coup, bah, les tournois aussi, hein. La barre sur la première nouvelle, je pense on n'y échappe pas trop, quoi. Alors, c'est clairement et alors le tournoi, c'est vraiment un motif médiévaliste par excellence. C'est-à-dire que quand on vous fout un tournoi quelque part, tout de suite, Moyen Âge. Voilà. Enfin, un tournoi alors, tournoi précis, pas de tournoi, la joute équestre. Mais c'est quelque chose qui notamment alors depuis le roman, de Walter Scott qui s'appelle Ivanhoe, qui a eu un impact considérable dans le monde anglo-saxon sur, enfin dans la construction d'un Moyen Âge, imaginaire au 19e, enfin une reconstruction d'un Moyen Âge imaginaire, à partir de cette période-là. Ivanhoe a vraiment marqué les esprits d'abord, anglo-saxons puis occidentaux sur, ce que serait le Moyen Âge et le motif de la joute équestre y est central. Martin en plus adore les joutes. Il adore ça. Il adore lire des textes, alors que ce soit romans historiques, livres de vulgarisation. Et parmi comment dire, les livres qu'il cite, sur lesquels il s'est renseigné pour parler des tournois, il y a un livre de. Enfin, alors c'est un livre de vulgarisation, donc c'est pas travaux d'historiens très récents ou quoi que ce soit, mais un livre de vulgarisation qui date de 1989, qui s'appelle Tournament, Just Chivalry on Pageant in the Middle Ages, de 2 historiens. Donc voilà, c'est quelque chose qui l'intéresse et quand quelque chose l'intéresse, il va essayer de se renseigner en prenant tous les trucs de vulgarisation qui lui passent sous la main. Et donc il va particulièrement reprendre alors à la fois l'image d'un tournoi qui est flamboyant, avec des couleurs, avec des prouesses et tout. On l'a dans la première nouvelle, on l'a aussi dans le tournoi de la main auquel participe Sansa. Et comme on est chez George Martin, il aime bien ajouter le côté un petit peu dramatique avec des morts, avec enfin, un rêve qui se transforme en quelque chose de dramatique, du sang, etc. Donc, il accentue clairement, Martin accentue la dangerosité des tournois par rapport à ce qu'ils pouvaient être. Hein, il y avait pas beaucoup de morts dans les tournois médiévaux. Il y avait des accidents, mais ce sont des accidents. Alors que chez Martin, à chaque fois qu'il y a un tournoi, ça se finit mal, quoi. Mais c'est Ouais, pour chez vraiment Martin quand même. construire ces enjeux Moins que les narratifs, quoi, mariages, les moi, enjeux je trouve, narratifs. hein, quand même. Ouais, moins que les mariages, attends qu'on voit le tournoi qui est prévu dans le tome 6 qu'on aura peut-être un jour. On verra si le Oui, il peut y avoir des Ah mais ça, tournois pendant je les pense que mariages. ce serait un duel judiciaire plus qu'un tournoi. Là, un tournoi en bonne et due forme, ce qui est assez, marquant chez Martin, c'est qu'effectivement les gens meurent, alors qu'ils viennent jouer, tu vois? voilà, Il y a un peu ouais, ça derrière l'idée. Mais qui est un peu un exactement. truc que je trouve ça reprend autant, et là je vais faire un petit parallèle avec House of the Dragon pour le coup, mais je trouve que c'est quand House of the Dragon reprend les jeux du cirque pour mettre en scène le tournoi de House of the Dragon, je trouve que c'est assez malin parce que c'est vraiment la manière dont Martin conçoit, ses tournois. Ouais. Ce qui me semble assez évident aussi, c'est que tu parlais d'Ivanhoe en tant que bouquin. Moi, je pense que ce qui a marqué Martin, c'est Ivanhoe en tant que film, Oui, clairement, puisqu'il y a le film de parce qu'il Richard découvre Thorpe ça qui d'abord, ouais. sort en 1952. Tu peux être certain que ça a bercé son enfance, et la manière dont on représente des tournois, très bah, avec beaucoup de couleurs. Même sa vision du Moyen Âge, elle est vraiment forgée, je trouve, par ces films des années 60 où, il y a des blasons partout, il y a des brocarts, des broderies et tout ça. Et pour le coup, l'histoire de Ivanhoe, c'est quand même une histoire de Dunkelhoff, 1re nouvelle, hein, c'est à la Complètement. fin, il sauve sa belle, dans un duel judiciaire, quoi, donc c'est,
elle qui est condamnée au bûcher. Donc bon, pour le coup, il y a que le théâtre de marionnettes qui y passe, mais bon, dans l'idée, c'est on est quand même, on est quand même sur ce genre de motif. On peut effectivement rajouter un autre motif, alors qui du coup date pas de l'époque médiévale, mais plutôt du XVIIe siècle, qui est Don Quichotte. Oui, Donc de Cervantes, qui est vraiment une parodie burlesque du motif du chevalier errant. Et il y a pas mal. Enfin, Martine en parle. Enfin, j'ai pas trouvé d'interview où il parlait de Don Quichotte, mais clairement le motif, on sent qu'il ne est là serait-ce que en l'im sous-texte. ne serait-ce Ne que serait-ce l'image que. d'Épinal, je Ouais, trouve. En fait, complètement. l'image d'Épinal de Don Quichotte que tu qui font, l'image de Don Quichotte qui fonce dans des moulins, c'est un peu ce que fait Duncan à chaque fois qu'il rentre dans un bar, quoi. C'est Mais alors, vraiment, complètement. c'est En plus, il y a une très belle illustration de Marc Simonetti, justement, qui, moi, enfin, tout de suite, tu la vois, tu te dis, la première chose à laquelle tu penses, tu te dis, c'est une illustration pour Don Quichotte. Et mais c'est une illustration du deuxième tome, de la deuxième nouvelle et pour le coup, la deuxième ouais. nouvelle avec son ambiance aussi de sécheresse, je pense qu'elle participe à un truc un peu de l'Espagne aussi. Il y a aussi enfin, tu vois, l'écuyer de Don Quichotte qui se balade sur un âne. C'est la même. Enfin, la deuxième nouvelle s'ouvre sur ça. Un âne qui finit par Euh, avoir le chapeau aussi, hein. Exactement, le Don Quichotte qui est adoubé par un aubergiste, tu Mmh. d'accord? On a un petit peu Duncan qui quelque part fait un peu la même chose. Enfin voilà, et avec l'écuyer aussi qui vient contrebalancer l'idéalisme de Don Quichotte, on a aussi un petit peu ce côté, euh, peut-être pas désabusé, mais un peu moins idéaliste d'Aegon par rapport à Un peu Duncan plus aussi. Donc, pragmatique quoi pour le coup, voilà. Donc clairement, je pense qu'on a plusieurs motifs qui se répètent sur ça. bah, voilà, c'est la fin un peu de notre analyse, hein, je pense. C'est parce que l'idée c'était vraiment de donner des pistes et puis on va pas faire une analyse du texte, en profondeur. On vous laisse le soin de repenser à tout ça en relisant ou en découvrant Dunkelhoff si vous avez écouté jusque-là et que vous aviez pas peur de vous faire spoiler. Avant de partir du coup, bah, votre nouvelle préférée. Moi j'ai déjà dit que c'était, du coup la 2e pour plein de raisons, notamment toutes celles qu'on vient d'évoquer parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à analyser dans la deuxième plus que dans les 2 autres pour moi, mais au hasard? Alors, j'aurais dit instinctivement la première parce qu'elle est marrante à lire et que en fait, il y a pas tant d'enjeux que ça et c'est plus, on tourne les pages pour le plaisir de les voir se taper dessus avec des grands bâtons. Même si, il y a quand même toute l'histoire du duel des 7 qui est sympa. Mais la troisième pour le world building, je dirais. Parce que ça parle des feux noirs, parce qu'il y a Daemon 2 qui quand même est sympa malgré tout, enfin qui Truc un peu excitant, je trouve, dans la troisième d'aller vers Frost Sanglant et de comprendre un peu mieux le personnage alors que tu l'as enfin moi je l'avais lu juste après Dance et du coup tu l'effleures à peine dans les passages de Bran et tu vois surtout comment il est vu par le tout venant en fait, pas par, son père ou son cousin ou son frère. Tout le monde a peur de lui, personne ne l'a jamais vu finalement, mais tout le monde a peur de lui, ça c'est une espèce de rumeur rampante. C'est un peu Shere Khan en fait, ça me fait penser à Shere Khan, point Disney, où tout Ouais. le monde parle de lui sans jamais l'avoir vu. ouais, moi j'étais sur Orwell, mais chacun son truc, hein, vraiment, Chacun son niveau, hein, je suis et toi Babar du coup? Bah, du coup, la première, voilà, où on se répartit bien. et pourquoi donc Babardine ou tout? Alors, il y a Maekar, déjà, dedans. Allez, Donc, fin d'épisode. voilà, salut, au revoir. Euh, Alors dans les autres nouvelles, il est précisé qu'il boude à l'estival, Oui, et c'est dit, systématiquement. 2 fois, hein, oui, et bah, voilà. Zut, en même temps, ils ont été méchants avec lui, donc c'est un peu normal, j'aurais fait pareil. Heu, non, enfin, non, alors j'aime beaucoup le côté, tragique, en fait, de cette première nouvelle. Je trouvais, enfin, ça m'a apporté une charge émotionnelle qui était assez forte. Et j'ai découvert vraiment l'univers de Dunkelhoff, bah, un peu comme tout le monde via la première nouvelle, mais du coup, je pense que c'est celle qui m'a le plus marquée, sur aussi bien son ambiance. J'avais bien aimé aussi toute cette description, du tournoi, non pas comme tu disais Chris, via les nobles, parce que, dans Agot, on voyait le tournoi par les yeux de Sansa. Là, on voit le tournoi par les yeux de Dunk qui vraiment fait ses premiers pas, qui est tout seul, qui se demande ce qui se passe, etc. Et j'avais bien aimé ce côté-là. Et comment est-ce que Duncan, donc vraiment homme du peuple, etc., commence à mettre un pied chez les Targaryens. Euh, et ce que ça va donner. Donc, non, non, il y a. un pied dans le plat même, hein, on peut dire ça comme ça. Ouais, dans les dents aussi. Oui, dans les dents aussi, ouais. Effectivement, ça marche très bien. Il y a des grands pieds aussi.
Ah oui, exactement. Et C'est finalement le Chuck Norris de Westeros, hein, on peut le dire maintenant. Mais Ouais. ça me paraît très bien pour finir ce podcast. Donc voilà, cette première nouvelle pour Maëkar, mais pas que. eh ben, merci à tous les deux d'être venus participer à ce petit podcast de la rentrée. Et avant de nous quitter, un peu comme tout l'été, il y a un exemplaire des aventures de Dunkelhoff réuni sous le titre de Chronique du chevalier errant, un exemplaire qui est à gagner. Pour cela, il vous faut remplir le petit formulaire, comme d'habitude, en description de ce podcast et d'y mettre le petit mot magique. Aujourd'hui, ce sera donc Miley Cyrus. On va revenir le mois prochain avec un sujet qu'on n'a pas encore tout à fait défini. Ce sera sans doute quelque chose autour de la traduction du Trône de Fer, mais on n'est pas encore tout à fait sûr. On attend de voir comment ça se cale. Il y a une chose qui est certaine, c'est que en fin d'année, vous aurez une analyse du personnage d'Arya. A priori, je crois que Eusor, tu t'es porté volontaire pour revenir d'ailleurs à ce sujet. Ah bon? Je suis volontaire. Très bien. Voilà. Non, mais je crois que tu fais Oui, partie de la oui, liste de la shortlist des peut-être on gens qui vont va venir intervenir et parler d'Arya. je Hem, viendrai dire du bien d'elle. voilà. Ce sera Je suis pour seul contre tous, mais c'est pas grave. non, c'est pas vrai. Moi, je dirais pas forcément du mal du personnage. Le personnage m'agace, mais je trouve que tout ce qui est développé en termes de world building dans ces passages est super intéressant, mais on aura l'occasion d'en reparler, c'est pas le sujet ici. Bah, d'ici là, dites-nous si vous avez lu, Dunkelhoff, ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez qui s'intègre bien dans le corpus du Trône de Fer? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a laissé, un peu de marbre? C'est possible aussi, hein. Je pense que soit on n'accroche pas à ce petit pas de côté, en Westeros. Bah, dites-le nous sur les réseaux sociaux, donc Insta, Twitter, Facebook, tout ce qu'on a. Et si jamais, vous vous sentez de donner votre petite piécette pour que, le mur continue d'exister, sachez que vous pouvez faire un don à la garde de nuit via la plateforme Hello Asso. Vous trouverez tous les liens en description et d'ici là, bah, portez-vous bien. Salut! Mais même le Alors, 3, à on chaque fois, tu arrives à avoir un duel 1 contre 1 à un moment c'est donné, parce quoi. qu'il aime bien ça, hein. Parce que s'ils sont 3, c'est un film de maçon et ça s'appelle une truelle. Ouh, Allez, salut! ouh, garde-la, 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 on la ressortira. Alors, on Tu est parti. enregistré de toute façon là. Ouais, c'est ça, c'est foutu.